Steve Nadjar. Merci de nous rejoindre. Vous êtes Alexis, le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On parlait d'Israël. On va y rester avec vous, puisque le président israélien Yitzhak Herzog a démarré aujourd'hui les consultations avec les chefs de parti après avoir reçu les résultats officiels des élections de la 25e Knesset. Un scrutin qui a marqué, pour reprendre le titre à la une d'Actualité Juive cette semaine, la renaissance du phénix Bibi Netanyahu. Je vous l'aimais ce titre. Oui. Bon, il est littéraire, hein, on l'a trouvé avec El Semama. Mais ça vous ressemble? Écoutez, peut-être ça ressemble aussi au phénomène Bibi, dont on va dire évidemment un mot dans un instant. Alors le processus de désignation, vous l'avez compris, est long. Vous connaissez ça mieux que quiconque. C'est un processus qui peut s'étaler quasiment sur un mois. Donc en réalité, même si ça pourrait être un peu plus rapide cette fois-ci. C'est possible. Je n'ai pas de, si vous voulez, de calendrier. C'est ce qui se dit. Je n'ai pas de calendrier peut-être aussi précis en tête que vous. En revanche, nous émettons un certain nombre d'hypothèses avec Pascal Zonshine sur les raisons pour lesquelles, souvenez-vous, écoutez, il y a encore 6 mois, nombre de commentateurs en Israël jugeaient inenvisageable le retour, la renaissance du phénix Binyamin Netanyahou. Avec une majorité absolue claire, cette fois. Oui, mais oui, absolument. Avec une majorité claire et d'autant plus spectaculaire. Vous voyez, c'est une résurrection, si j'ose dire, d'autant plus spectaculaire. Mais souvenez-vous, il y a encore 6 mois, la plupart des commentateurs, y compris d'ailleurs favorables au Likoud, favorable à Binyamin Netanyahou, estimait qu'il avait en quelque sorte fait son temps et qu'il devait passer son tour en raison de l'accumulation des orages judiciaires au-dessus de sa tête. Eh bien, ils sont détrompés, ce qui veut dire d'ailleurs qu'en règle générale, dans les affaires publiques, les prédictions très assertives ne sont pas toujours fondées en raison. On l'a vu d'ailleurs lors de la présidentielle française aussi, il ne faut pas penser que les matchs sont pliés d'avance. Je me souviens très bien, il y a un an, de toutes ces personnes soi-disant bien informées qui disaient « Oh là là, Valérie Pécresse est très dangereuse pour Emmanuel Macron ». On a vu les résultats finaux. Alexis, comment vous expliquez cette absence d'usure du pouvoir côté Netanyahou et ce retour au premier plan? Alors, il y a plusieurs facteurs que nous évoquons dans le dossier. Il est assez complet. Nous donnons d'ailleurs la parole à des personnalités publiques israéliennes de sensibilités très différentes, de Daniel Ben-Simon à Dan Meridor, mais aussi Dan Ilouz, bien sûr, qui représente aujourd'hui ce retour aux affaires du Likoud et qui essaie d'analyser le plus impartialement possible, à partir de leur point de vue, évidemment idéologique et politique respectif. C'est inattendu, c'est imprévu de l'histoire, comme aurait dit le philosophe que vous aimez beaucoup, Emmanuel Lévinas. Imprévu, donc, qui repose au fond sur un trépied, je crois. La première partie du trépied, elle est sociale. C'est-à-dire que nous avons affaire aujourd'hui à une exaspération grandissante en Israël d'une partie, disons, de la classe moyenne qui se sent paupérisée, délaissée, laissée pour compte des pouvoirs publics. Et cette inquiétude sociale, avec les meilleures intentions du monde, il est évident que l'exécutif sortant de Naftali Bennett, etc., voulait y répondre. Peut-être n'ont-ils pas eu le temps, de mener à bien les réformes qu'il fallait, mais en tout cas, ils ont laissé croître le sentiment au sein de la population israélienne, notamment dans ces villes de la périphérie, que ce soit Harish, Netivot, etc., Beersheva aussi, qui n'avaient pas assez d'État auprès des plus pauvres. Donc ça, Alexis, c'est la première raison. Sur cette première raison. D'ailleurs, je vous rappelle qu'un certain nombre de victoires historiques du Herut et du Likoud, Begin notamment, s'appuyaient justement sur le public, entre guillemets, le plus défavorisé, comme on dit aujourd'hui. Sur cette première remarque, est-ce qu'il faut en tirer également la conclusion, Alexis, que la gauche a délaissé la question sociale? Mais bien évidemment, c'est-à-dire que vous avez une évolution globale des gauches, on va dire, postmodernes, actuelles, qui font que les positions socialistes classiques en France, républicaine et socialiste. En Israël, on va dire, si vous voulez, travailliste pur sucre, c'est-à-dire attaché justement à une meilleure répartition des aides de l'État dans l'ensemble de la population, etc., etc., se sont effrités progressivement au profit d'une vision uniquement morale du monde, fondée notamment, bien sûr, sur le nécessaire combat antiraciste. Mais la vision morale, si vous voulez, elle ne répond pas toujours aux préoccupations sociales et économiques les plus immédiates de certaines catégories de la population. Donc, davantage de sociétal que de social? Oui, mais ça, c'est évident, c'est absolument évident. On le voit bien, Michal Michaeli, qui est sans doute une femme de bonne volonté, incarne parfaitement cela, d'où l'effondrement aussi du Meretz, etc. Et donc, le transvasement, vous savez, la nature politique a horreur du vide, donc il y a un transvasement dans ces cas-là vers un autre espace politique. Et donc ceux qui recherchent une protection, puisque le thème de la protection, à mon avis, est au cœur en fait de ce phénomène politique, vont être tentés de voter pour on va dire, les diverses variantes de la droite en présence. C'est valable par parenthèse
en partie dans le phénomène Meloni en Italie, mais aussi dans le phénomène de ce qui pourrait être un retour de Trump aux États-Unis. Et donc, vous voyez, ça pend au nez, si j'ose dire, de tous les démocrates progressistes s'ils ne s'occupent pas suffisamment de la question sociale. Premier point. Deuxième point, il y a les religieux. Il y a une mobilisation, n'entrons pas dans les détails, mais du secteur religieux qui est particulièrement importante et surprenante, même jusqu'à un certain point, ce qui prouve que, évidemment, c'est une composante qui, aujourd'hui, dans l'Israël d'aujourd'hui, doit être absolument prise en compte. Et puis la troisième dimension, elle est plus relative au charisme de Binyamin Netanyahou que nous avons eu l'occasion d'évoquer ensemble sur un plan, sur le plan avec un romancier américano-israélien. C'était très intéressant, mais évidemment, il ne faut pas se leurrer. En politique, ça compte aussi. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la politique, c'est que de la gestion. Je pense qu'il y a un romantisme de la proposition politique qui compte aussi. Et à cette aune, même dans une démocratie, entre guillemets, postmoderne, d'opinion, etc., l'aura personnelle d'un responsable public compte énormément. Et ses concurrents manquaient d'aura, de charisme. Moi, je ne fais pas un plaidoyer pour Binyamin Netanyahou, mais je dois absolument reconnaître avec vous, avec nos auditrices, nos auditeurs, que Binyamin Netanyahou est une personnalité politique de premier plan à l'international et qui a un charisme absolument incontestable. Et vous voyez bien que dans une démocratie d'aujourd'hui, l'autorité bureaucratique ne suffit pas. Il y a aussi une autorité charismatique, pour reprendre vous les connaissez, les termes de Max Weber, du sociologue. Pardon ? Que vous ne retrouviez pas, par exemple, chez le Premier ministre sortant, Yair Lapid ? Alors, je serais peut-être moins sévère à titre personnel, mais il faut reconnaître qu'un certain nombre d'Israéliens qui sont attachés à des figures identificatoires fortes dans l'histoire, on va dire, de la République israélienne, depuis 74 ans, ont aimé Golda Meir, ont aimé naturellement David Ben Gurion, ont aimé Menachem Begin, que nous évoquions à l'instant, et donc sont attachés, ont aimé aussi Ehud Barak à sa manière, et donc sont attachés à des personnes qui ont une aura, qui ont une sorte de supplément d'âme politique, dont on peut penser qu'un certain nombre de concurrents dans cette élection pour la Knesset étaient dépourvus face à Binyamin Netanyahou. On pourrait ajouter à cette liste Ariel Sharon. Merci beaucoup, naturellement, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Actualité Juive avec à sa une cette semaine la renaissance du phénix Binyamin Netanyahou. Actualité Juive disponible en cloche, mais aussi sur abonnement depuis le site actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis et bonne fin de semaine à vous. Merci à vous, Steve. Merci.